Yohan dans cette chanson. Africains, nous sommes fiers d'être justement sur la terre-mère de l'humanité et nous sommes heureux d'être des Africains qui portent justement le monde depuis le premier soir. Mes invités sont là ce matin pour le sujet qui nous intéresse, pays pauvres, pays riches, qui définit la notion de richesse. L'Afrique est-elle pauvre? Que comprendre? C'est notre grande interrogation. À ma gauche, le docteur Jean-René Douma. Il est de nôtre ce matin. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Steve Goss. Merci encore de m'avoir donné l'opportunité de venir échanger. Vous avez beaucoup manqué depuis le début de l'année. Bon. Vous également. Voilà. Donc, j'en profite pour souhaiter bonne année à tous ceux qui ne m'ont pas vu. Depuis le début de l'année. Je dis bonjour à nos brillants copanélistes, comme vous savez bien les trier. Bonjour à toute l'équipe technique. Bonjour au management de DBS. Et surtout aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à DBS ce matin. Merci beaucoup d'être là ce matin. On sait que vous êtes très occupé justement avec les études, on va le dire comme ça, de tous vos étudiants de par le monde. Il faut quand même dire que vous êtes international. Tout à fait. Et c'est pas facile de vous avoir tous les matins. Mais on espère que dans les jours à venir, on va profiter de votre présence. Chaque fois que je pourrai, n'hésitez pas d'être là. D'accord. Merci beaucoup. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Je vous salue Steve, plein de grâce et d'intelligence pour toujours organiser autour de thématiques bien pensées et rassembler autour de vous des lumières et des éclairs de la connaissance qui permettent qu'on avance dans ce monde de bourreaux qui est divisé en oppresseurs et en oppressés, et qu'on essaye de dénoncer à chaque fois pour faire bouger les lignes. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de par le monde, bonjour à tous les techniciens sans lesquels cette émission ne serait pas possible. Merci bonjour beaucoup. Et bon mardi. Bon mardi à vous également. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve José Langos, j'ose croire que le flash c'est parti. Oh, pas encore, mais bon. Ça ne saurait tarder. Ah, d'accord. Je salue Dr Ndouma, que j'ai le plaisir de revoir dans le cadre de cette tribune. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue particulièrement, n'est-ce pas, toute l'équipe de production de cette tribune, des techniciens jusqu'au top management. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux-là qui nous encouragent, qui nous envoient quelquefois des messages, j'allais dire, constructifs, qui vont dans le sens de la construction de l'Afrique, de l'émergence de l'intelligence, de la conscience africaine. Je salue tous ceux-là qui nous observent. Il y a une actualité qui a affolé la toile hier. Il s'agit de la condamnation de M. Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. De M. Sarkozy à 3 ans de prison, soit 2 avec sursis, 1 ferme. Il va falloir quand même éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est vrai, ça fait chaud au cœur. C'est bon pour le moral d'entendre qu'on a condamné M. Sarkozy pour quelques fantaisies qu'il a eu à commettre de ce côté. Mais ça, il faut regarder derrière l'écran de fumée. Oui. Parce que pourquoi ces affaires sortent maintenant? La semaine dernière, c'était M. Bolloré, qui est son ami. Maintenant, on sort, n'est-ce pas, le cas Sarkozy. Le cas de M. Sarkozy. Il faut remonter en 2019. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le Quai d'Orsay, avec l'assentiment de l'Élysée, avait organisé une enquête d'opinion, justement au sein de l'opinion africaine. Ils se sont rendus compte qu'il y a un ressentiment, il y a un sentiment anti-français, et que sur le continent africain, il y avait 2 têtes qui énervaient vraiment les aides africains, notamment M. Bolloré et M. Sarkozy. Donc, dans un contexte, ils ont donc choisi justement la manipulation de l'opinion à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils font diversion de par là et par derrière continuent de faire des affaires et de commettre des crimes. Donc moi je pense qu'il faut justement que l'opinion regarde derrière l'écran de fumée pour comprendre les enjeux et non le jeu de cette histoire-là. Moi je pense que ce serait plus intéressant que M. Sarkozy et ses amis aillent à la CPI, ce serait encore plus intéressant pour les Africains. Et on espère justement que ce sera encore plus intéressant de les voir à la Cour pénale internationale. En attendant notre 4e invité, mesdames, messieurs, ce matin, pays pauvre, pays riche, qui définit la notion de richesse? L'Afrique est-elle pauvre? Que comprendre? Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Ce matin, nous voulons savoir, parlant des pays pauvres, des pays riches, qui définit la notion de richesse? L'Afrique est-elle pauvre? Que comprendre? Vous-même qui êtes à la maison, sûrement vous vous êtes déjà posé cette grande question. Mais c'est quoi la notion de richesse? On nous dit que la richesse est la valeur de l'ensemble des biens détenus, entre guillemets patrimoine, par un agent économique, ménage, individu, nation, etc. Un individu, communauté ou pays qui possède une abondance de biens
et d'actifs possédés est couramment défini comme riche. C'est ce qu'on nous a enseigné. L'opposé de la richesse est la pauvreté. Le concept de richesse est très central dans le domaine de l'économie. La production de richesse dans un pays et la croissance de cette production sont mesurées respectivement par le produit intérieur net, PIN, et son taux de croissance, ou, si on ne tient pas compte des amortissements et des dépréciations des actifs, par le produit intérieur brut et son taux de croissance. La répartition de la richesse a fait l'objet de réflexions de la part de penseurs depuis l'Antiquité. Selon Platon, la richesse devait être distribuée de façon égalitaire, alors que selon Aristote, elle devait être distribuée proportionnellement à l'effort de chacun. En introduisant la notion de crématistique, Aristote a condamné la pratique visant à l'accumulation de richesses pour elle-même et non en vue d'une fin autre que le plaisir personnel. Au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin a cherché à réconcilier la pensée d'Aristote avec la doctrine chrétienne et a ainsi développé la philosophie scolastique. Dans ce cadre, il a repris les idées d'Aristote sur l'économie et a tenté de faire évoluer la pensée de l'Église dans le domaine des taux d'intérêt. Du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la doctrine économique du mercantilisme a prôné l'enrichissement des États-nations, d'abord au moyen de l'or importé, des colonies, bullionisme développé surtout en Espagne et au Portugal, puis du commerce, mais aussi de l'industrialisation. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Adam Smith, fondateur de l'école dite classique d'économie, a critiqué le mercantilisme et en particulier le bullionisme en déniant à l'or et à l'argent leur valeur de mesure de la richesse et soulignant qu'il s'agit d'une richesse essentiellement princière. Il explique que l'origine de la richesse des nations vient plutôt du travail, concept de division du travail, de l'accumulation du capital et de la taille du marché. Par la suite, la production de la richesse sera associée à la notion de facteurs de production, qui sont essentiellement le capital et le travail. La nature et la mesure de la richesse ont varié avec le temps. Elles sont liées tant à la structure économique de l'époque qu'aux valeurs qui y prédominent. Le XVIe siècle voit le développement de la navigation. L'or et l'argent importés d'Amérique apportent la richesse aux pays européens. Pour les mercantilistes, la richesse d'un pays est celui de l'État. Elle est mesurée par les stocks d'or et d'argent qu'il possède. L'ouverture des voies maritimes promeut le commerce de nouvelles marchandises. Les excédents commerciaux accroissent, il faut le dire comme ça, les stocks d'or et d'argent. La suprématie commerciale est assurée par la puissance militaire. L'ordre surnaturel issu des conceptions économiques de l'Église est remplacé par l'ordre marchand. Les physiocrates considèrent que la richesse d'un pays n'est plus seulement celle de l'État, mais de tous ses habitants. Ils mettent l'accent sur la production agricole, seule productrice de la richesse. La mesure de la richesse d'une nation est donnée par la production agricole non consommée par les agriculteurs. L'ordre naturel succède donc à l'ordre marchand. Les classiques apparaissent eux également avec l'émergence de la société industrielle. Le travail devient la valeur fondamentale. Ce sont les valeurs d'usage qui constituent la richesse. Des lois universelles et intemporelles gouvernent la production et l'échange de richesses. L'ordre naturel régit les comportements humains. Karl Marx, pour sa part, recherche les lois spécifiques de la production capitaliste, comme les classiques, mais en apportant diverses corrections à leur raisonnement. Il pense que la valeur des marchandises et donc le prix du marché qui oscille autour d'elle est fondamentalement déterminé par la quantité de travail nécessaire en moyenne à la production d'un bien. Pour lui, la représentation de la société que se font les hommes est directement liée à leur activité matérielle. L'ordre est donc déterminé par les contextes historiques et les rapports sociaux. La société donc est vue par les néoclassiques comme une somme d'individus. Selon Friedrich Hayek, l'économie est régie par des ordres spontanés. Ces ordres ont été fixés à travers le temps par la sélection des comportements permettant à la société de fonctionner de façon satisfaisante. Les hommes n'ont aucun pouvoir sur eux. La richesse se mesure par la valeur monétaire des biens et services. On parle justement de la valeur d'échange.
tout ce baratin appris justement dans les écoles a poussé pour les autres, comme les institutionnalistes. Les institutions jouent donc un rôle central dans l'économie. Elles permettent un meilleur fonctionnement du système et déterminent les comportements des acteurs économiques. L'unité d'analyse n'est pas l'individu, mais le groupe social. L'utilité sociale doit être réintroduite dans l'analyse économique. La richesse d'une société s'évalue par ses valeurs sociales, déclareront également les institutionnalistes. En tout cas, c'est ce qu'ils ont appris dans les écoles. C'est ce qu'ils ont appris de tous ces experts. Et nous, pendant ce temps, on se pose la grande interrogation. Pays pauvre, pays riche, qui définit la notion de richesse? L'Afrique est-elle pauvre? Que comprendre? Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce mardi matin. Le temps pour moi de dire bonjour au docteur Jean-Paul Mbelek qui vient de nous rejoindre. Il a pris le temps quand même de s'installer. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS matin et bonjour à l'équipe technique. Commençons justement avec vous, docteur Jean-Paul Mbelek, avec ce sujet qui nous intéresse ce matin, pays pauvre. Pays riche, on nous a dit ça. Il y a les uns qui sont riches, il y a les autres qui sont pauvres. Maintenant, on nous parle également de la notion de richesse. C'est quoi d'ailleurs un pays riche? Très bien. Alors déjà, le titre est déjà parlant et ton introduction aussi. La notion de richesse. Tous les auteurs que tu as cités, je n'ai pas entendu un Africain, même pas un Asiatique. Je n'ai entendu que des Européens, des Occidentaux, oui. C'est même Karl Marx. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà de ton point de vue, la notion de richesse... C'est ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Non, je savais, après tu as fini par dire baratin. Bon, enfin, dans ce baratin-là, la notion de richesse... C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais dans ce baratin, la notion de richesse, si on devait y réfléchir, c'est sur la base de ce qu'en pensent les Occidentaux. Oui. Or, les Occidentaux sont des béotiens. Oui. Et au pire, certains sont des crétois. Maintenant, je vais expliquer. Allons-y, on vous suit. Il y a deux types d'ignorants. Non, pas d'ignorants. Il y a deux types de menteurs. Je vous corrige. Il y a deux types de menteurs. Ceux qui mentent par ignorance sont les béotiens. Et ceux qui mentent par mauvaise foi, c'est les crétois. Donc, chez les Occidentaux, souvent, c'est des béotiens et parfois des crétois. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant même qu'on parle de tout ça, quelqu'un a déjà réfléchi à ça. Des gens ont déjà pratiqué tout cela. Des millénaires avant même qu'une peau blanche apparaisse sur cette planète. Je parle de l'Égypte ancienne. Parce que c'est l'Égypte ancienne qui invente la notion de mesure. Vous savez bien que les mathématiques ne sont pas nées en Égypte, et encore moins hors d'Afrique. Oui. Les mathématiques sont nées en République démocratique du Congo pour situer l'état dans lequel on est. Qu'on nomme aujourd'hui. Oui. Voilà. Et nous connaissons tous le village de Ishango. On sait ce qu'il en est. Très bien. Alors, une fois qu'on quitte Ishango, on remonte le cours du Nil, on finit par arriver en Égypte. Ishango, c'est 25 000 ans les attestations des mathématiques là-bas. Il y a 25 000 ans, donc 23 000 ans avant Jésus-Christ. Chrétienne. Très bien. Quand on arrive en Égypte, disons, on va dire environ 10 à 15 000 ans plus tard, les Égyptiens inventent quelque chose de nouveau. Pas les mathématiques. C'est la notion de mesure. Mesure. Jusque-là, les mathématiques, c'était juste un jeu. D'ailleurs, c'est la meilleure façon d'apprendre les mathématiques. C'est comme elles ont été inventées. C'est un jeu dans lequel on met au défi le cerveau. Et il y a un que je connais, j'ai lu un post qu'il a envoyé sur une des émissions qu'on a fait. Il s'appelle, je vais taire son nom, mais il se reconnaîtra. Mathématicien qui a fait son doctorat à l'université Paris 6. Il dit, Mbelek ne parle plus de mathématiques. Si tu étais mathématicien, tu ne dirais jamais que c'est une science humaine. Je répète, les mathématiques, c'est une science humaine. C'est lui qui n'a pas encore fait cette deuxième évaluation post-étude de ce qu'on appelle les mathématiques. Moi, je le fais sur la base de mes propres investigations, à partir de l'histoire des mathématiques. C'est quand même travaillé sur ces sources du Shango. Je sais de quoi je parle. Donc l'histoire des mathématiques en Afrique, je connais très bien. Jusqu'au dernier en date, Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi, dont les manuscrits, nous les possédons. Hein, le vrai inventeur de la théorie des groupes, c'est-à-dire 101 ans avant Évariste Galois, 1832. Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi avait déjà écrit un manuscrit sur la théorie des groupes en 1731. Il est mort lui-même en 1741. Son nom signifie qui il est. Mohamed, fils de Mohamed, le Peul du Katsina. Le Katsina, c'est un état ici au nord du Nigeria, qui existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Donc je reviens sur mon propos. Les Égyptiens inventent la notion de mesure. Et dès qu'ils ont la notion de mesure, ça veut dire qu'ils découvrent l'utilité des mathématiques. Ils commencent donc à utiliser les mathématiques de façon utile. D'où les pyramides. La pyramide n'est que sur une base carrée, 3 triangles. Les triangles qu'on voit déjà il y a 75 000 ans dans la grotte de Blombos, sur le motif en ocre rouge, découvert à Blombos. Et on se lève 4 triangles sur chaque face pour atteindre la 3e dimension. Ça, c'est l'apport des Égyptiens. Alors, s'ils mesurent, ils mesurent tout, dont la valeur marchande. Et nous en arrivons. Oui. Ils vont même jusqu'à mesurer l'âme. L'âme. En comparant le cœur du défunt, on pose une balance à Mahat. Cette notion cardinale. Tu ne peux pas être trop lourd par rapport à Mahat. Tu es condamné à mort définitivement.
Mais tu ne peux pas non plus être plus léger que maths, impossible. Voilà. Alors, ils inventent aussi la mesure du hasard, le dé, que ce soit cubique, tétraédrique, etc. C'est les Égyptiens qui ont inventé le dé. C'est celles qui ont appliqué la notion de mesure à tous les niveaux. Donc, mesurer la valeur marchande. Si nous voulons chercher, par exemple, donner le nom d'une monnaie, nous avons le châti, a eu cours en Égypte, le débène, et on disait tant de châti pour tant d'or. Et on faisait des tableaux pour faire la correspondance avec le châti et différentes marchandises. Et ça c'était révisé régulièrement, géré par le pharaon lui-même, en tout cas ses ministres. Donc, lorsqu'on parle de richesse, on parle de valeur marchande. Or, j'ai entendu parler de travail. Si quelqu'un casse des cailloux pendant des heures et des heures, ils sont même 1000 à le faire. Est-ce que ça vaut grand-chose? Non. Bah, pas du tout grand-chose. Oui, parce que la tablette du pharaon va dire que non. En fait, bon, à moins que tu aies cassé pour fabriquer la pyramide, ça c'est autre chose. Vous voyez? Donc, il faut voir qui se remet derrière. D'accord? Donc, cette réflexion bidon-là a déjà été faite en Égypte. C'est nous qui avons inventé les mathématiques. C'est nous qui avons du cours d'utilité et c'est nous qui avons inventé la notion de mesure. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que l'Afrique est riche? Oui. Sur la base stricte justement de ce que pratiquent couramment les humains, l'Afrique, nous avons les matières premières. Mais nous avons la première richesse du monde, c'est l'homme. C'est quand même l'Afrique qui apporte l'homme. Sans l'Afrique, il n'y a pas d'homme. Puisqu'il n'y a d'homme qu'en Afrique, l'homme est né en Afrique. C'est l'homme africain qui est un colonisateur qui sort du continent africain. Je parle de Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire tel que nous sommes aujourd'hui. Oui. Sans compter les espèces anciennes qui elles-mêmes viennent d'Afrique. Donc déjà, l'Afrique apporte l'homme. Et ensuite, cet homme est né dans une terre qui déjà possède ce que nous appelons en termes de matière la richesse, les matières premières. Ok, raw materials en anglais. Nous les avons. Nous avons aussi appris à les transformer. Parce que le travail du fer, ici, le Cameroun, c'est une des plus anciennes dates du travail du fer. À l'ouest du Cameroun, on a des dates depuis les 3000 ans. Je renvoie aux travaux du professeur Jean-Marie Somba. Ces travaux sont connus depuis la fin des années 80. Ok? Donc bien avant les Hittites, tout ça, nous transformons le fer. La meilleure aciérie du monde, c'est en Afrique de l'Est, c'est les Haya. Nous sommes en Tanzanie. L'expérience a été refaite au début du XXe siècle, où les colons allemands ont trouvé des anciens Haya en Tanzanie. Ils fabriquaient l'acier à partir des hauts fourneaux. Et c'était l'acier le plus pur, meilleur que celui de Birmingham en Angleterre. Donc, on nous apporte quoi? Rien du tout. Nos sociétés très, très bien organisées. Pensez à l'organisation des sociétés Aoussa, qui, déjà, tissent le coton, enfin, ils prennent ils travaillent le coton, l'agriculture du coton. Oui. Après, ils vont tisser le coton. Un autre village va le faire. Okay. Ensuite, une fois qu'ils vont mettre la couleur, l'indigo, et ensuite, il y a des commerçants Aoussa qui vont aller les vendre jusqu'au chez les Touaregs. Parce que les Touaregs aimaient les tissus couleur indigo. L'indigo, d'ailleurs, qui est même une invention du Mali. Cette couleur indigo, la formule, c'est le Mali, l'indigo. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend là? Rien du tout. Et ça, c'est-à-dire que plus on s'approchait de la cible, plus on allait vers les marchands qui vont la distribuer. Ça, c'est chez les Haoussa, très organisé. Et je signale que la haute densité de population du Nigeria aujourd'hui témoigne qu'à cette époque-là, ils vivaient très bien ces gens-là. C'est très bien organisé. Puisque militairement, ils étaient capables de se défendre. Les Portugais n'osaient pas attaquer les royaumes Haoussa. C'était des grands guerriers, ils avaient des cavaliers, ils avaient des côtes de mailles, ils avaient tout ce qu'il faut pour se défendre. Ils avaient les fusils, parce qu'on dit souvent que c'est faux, il y avait des fusils, ils avaient même des canons. Donc c'est ainsi que la population du Niger a été à peine atteinte. Comparer le Niger au Gabon, à côté. Oui. Alors vous voyez bien que ce n'est pas la même dans cette population. Voilà. Donc les royaumes Haoussa étaient assez puissants. Et quand je parle de Katsina, c'est encore un royaume Haoussa. Et ce sont des royaumes pluriethniques, preuve de la richesse. Elle est humaine, c'est du pluriethnique, c'est-à-dire que toutes les composantes sont là, même si c'est vraiment ça, les Peuls sont là-dedans aussi. C'est pareil pour le Mali. Quand on dit le Mali, il y a les Bambara, il y a même les Touaregs, il y a les Soninké, il y a tout dans l'empire, il y a les Songhai, il y a tout ça dans l'empire du Mali. Ok? Et pareil pour l'Égypte. Quand on dit Égypte ancienne, vous croyez que c'est monolithique? Non. Toutes les composantes diverses, comme c'est le cas aujourd'hui, sont là-bas. C'est seulement la langue officielle et qui varie souvent d'une dynastie à l'autre. Donc il n'y a jamais eu... Nous sommes riches dans notre diversité. Et je vais se jeter là-dessus. Hein. La plus grande diversité génétique du monde, c'est où? C'est en Afrique. C'est l'Afrique. Donc aucune intelligence humaine digne de ce nom aujourd'hui n'est capable de faire comme un plan, s'ils réfléchissent, l'extermination des Africains. Parce que ce serait éliminer le stock génétique humain. Nous avons en biologie ce qu'on appelle l'effet Golo. Ça dit que l'homme naît en Afrique, mais ce n'est qu'une petite fraction des Africains qui est sortie d'Afrique. Donc la variation de gènes hors d'Afrique est très très faible par rapport à la variation de gènes en Afrique. Je termine avec un exemple que j'ai donné plusieurs fois, je le redonne ici. J'ai ici 1 tonne de riz, une seule variété. Là j'ai 10 variétés différentes de riz, chacun 10 kilos seulement. Donc la somme des 10 variétés là ne fait que 100 kg. Donc 10 fois moins que la tonne là. Maintenant chaque riz, que ce soit la tonne ou les 10 variétés ici, on peut les replanter, ça va bien pousser. Alors on demande qu'est-ce que vous choisissez. Si on vous donne gratuit, cadeau,
Choisissez. Mais tu prends soit là, tu choisis. Plusieurs variétés de riz. Alors, il y en a qui vont dire, merci, ça prouve, Steve, que tu es un très bon mathématicien et que tu as bien compris l'affaire. Voilà. Il y en a qui vont dire qu'ils vont prendre la tonne parce qu'ils croient qu'ils ont beaucoup à manger. Hein. Voilà. Sauf qu'un beau jour, les autres aussi continuent à planter le riz, soit en passant ceux qui ont choisi les 10 variétés là. Un beau jour, il y a une maladie qui frappe seulement cette variété de riz. Elle a beau avoir été une tonne au départ, sans compter ce qu'on a déjà consommé, c'est fini. La maladie emporte ce riz. Oui. Et on n'est pas obligé de leur donner le nôtre. Ils n'avaient qu'à faire le bon choix. Alors, ceux qui ont pris la probabilité pour que les 10 variétés soient frappées par la même maladie, une quelconque maladie, est très faible. Est très faible. Vous avez compris. Donc, je vais citer, Je vais me tourner vers vous, un docteur Jean-René Douma. Finalement, dans le monde aujourd'hui, on entend toujours dire l'Afrique est pauvre, pays pauvre, très endetté. Finalement, j'insiste là-dessus. C'est quoi un pays pauvre? Quand on sait pertinemment que l'Afrique est inondée de richesses. Steve, après un brillant développement du professeur Mbelek, il n'est pas évident de prendre la parole. Alors, d'après ton propos, oui. On retient d'abord que aujourd'hui, quand on parle de richesse ou de pauvreté, selon eux, oui, selon eux, bien, pas pour nous. Hein. Il s'agit du PIB. Il s'agit du taux de croissance. Oui. Et parfois, on évoque aussi l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Mais il est clair que les bases sont faussées à l'avance. Le professeur l'a bien démontré. Mais un pays, c'est quoi? Avant de revenir au niveau des pays africains. Un pays, c'est d'abord des frontières géographiques bien délimitées. Un pays, c'est un peuple qui s'identifie à cet espace bien délimité. Oui. Et donc, qui, évidemment, fondamentalement, a une culture, avec un certain nombre de choses qui caractérisent le peuple en question. Un pays, c'est également des institutions qui ont donc pour rôle, à mon avis, de protéger ces frontières qui sont terrestres, marines, aériennes, mais surtout de protéger les citoyens qui sont dans cet espace-là contre éventuellement des attaques externes. Un pays, c'est quoi d'autre? C'est effectivement les richesses ou on va dire quoi? Les pauvretés du sous-sol. C'est donc son sous-sol, c'est tout ce qui est au niveau du primaire, comme disent les économistes, d'accord? C'est effectivement la capacité de transformation de tout ce qui est dans le sous-sol, n'est-ce pas? Et tout ce qui est produit sur le sol aussi, parce qu'il n'y a pas que dans le sous-sol. Du sous-sol. Oui. C'est effectivement la capacité à générer dans le secteur secondaire les services appropriés pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, l'industrie. Et enfin, et je dis souvent, y compris à mes étudiants, que le secteur quaternaire est le premier et le dernier. C'est-à-dire le secteur dit de la recherche, oui, de l'innovation. Parce que si vous ne faites pas des recherches liées au primaire, au secondaire et au tertiaire, vous n'allez pas vous développer. Donc, lorsque je l'ai dit, ça doit être pris en compte dans les indicateurs qui doivent permettre de qualifier un pays de riche ou de pauvre. Mais nous constatons tous que ni le PIB, ni le taux de croissance, ni l'IDH pris à part ne sauraient prendre en compte ce que je viens de dire. Alors, est-ce que l'Afrique est pauvre? C'est la question que vous me posez. L'Afrique est extrêmement riche. Parce que nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons dans le sous-sol, tout ce que nous avons comme valeur, richesse humaine. Le professeur l'a relevé encore, la diversité humaine avec tout ce que cela constitue. La diversité culturelle et tout ce qui va avec. Diversité culturelle, oui. Même si en passant on nous fait croire qu'il y a une maladie qui ne tient pas compte de tout ça et qui est universelle, mais nous avons déjà classé ce débat pratiquement. Donc, lorsque nous voyons ça sous cet angle-là, l'Afrique serait même le continent le plus riche. Je dis serait parce que je n'ai pas une comparaison formelle entre les différents continents, mais au moins l'Afrique, vu sous cet angle, est plus riche que l'Occident. Donc, il est question pour les Africains
de prendre conscience de la palissade-là et d'arrimer les comportements par rapport à cela. Oui. Parce que je ne vais pas très vite en besoin, peut-être on va arriver au niveau de est-ce que les Africains sont riches ou pauvres? Oui. Parce qu'il y a le pays ou le continent, et puis il y a les individus qui y vivent. Parce que même certains pays dits riches ont beaucoup de pauvres, d'individus pauvres. Oui. Donc, il est question pour des Africains de prendre conscience de ce qu'ils sont sur une richesse naturelle qu'il faut simplement exploiter progressivement et faire en sorte que chacun qui s'y trouve, et même ceux qui viennent résider dans cet espace-là, puissent trouver du bonheur. Merci pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers vous, Paul. Et là, jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours les Occidentaux qui déclarent haut et fort que les pays africains sont pauvres. Pendant ce temps, c'est sur le continent africain qu'ils viennent se ravitailler. N'est-ce pas là une autre façon de laver le cerveau des Africains pour leur faire croire à une pauvreté imaginaire? Le mensonge, j'ai aimé la partie du propos de... Les Béotiens et les Critois. Voilà, de Dr Bellec. Je pense que j'ai retenu, Dr Jean-Paul Bellec. Voilà. Parce que, en réalité, pour moi, c'est ça le cœur, le mensonge. J'ai souvent dit, au cours de plusieurs de nos émissions, que l'Occident et les oligarques mondialistes avaient 3 arguments principaux qu'ils savaient manipuler pour maintenir dans leur géole idéologique et même parfois physique, surtout financière et économique, les peuples du monde entier, à savoir la peur, la distraction et le mensonge. Le mensonge est un outil extrêmement puissant qu'il maîtrise à perfection comme personne. Et justement, cette classification, comme d'autres, fallacieuse, qu'est celle de riches et pauvres, ces notions-là, en réalité, sont le fruit de manipulations et de mensonges que l'Occident a toujours su perpétrer de tout temps. Qui définit les notions économiques qui permettent de dire si un pays est riche ou pauvre? Qui définit ce que c'est que le PIB? Qui définit ce que c'est que l'IDH? Qui définit ce que c'est que la balance commerciale, la balance de paiement, la balance des services? Qui définit ce que c'est que le niveau de pauvreté? Qui définit ce que c'est que le taux de chômage? Qui définit les interactions et les interprétations de toutes ces notions? Il y a bien quelqu'un qui a commencé quelque part et qui a commencé à définir ses caractéristiques, ses propriétés, ses agrégats économiques selon ses desiderata, selon ses sensibilités, selon sa réalité et selon ses priorités. Et je vous rappelle donc que le PIB, la notion de PIB, qui est une notion capitaliste, qui tire sa source dans la notion d'accumulation du capital, qui est une notion qui est née au XVIIIe siècle avec Thomas Robert Malthus, qui lui-même s'inspirait d'Adam Smith dans son fameux ouvrage La richesse des nations. Et Thomas Robert Malthus, dans son ouvrage Essai sur la population, sur la démographie, ils se sont retrouvés, ces deux principalement, dans une obsession de catastrophisme démographique. C'est-à-dire que pour eux, la dénatalisation, la dénatalité, la démographie, en tout cas le contrôle de la quantité en termes de population et donc des naissances était devenu obsessionnel au point où ils ont rapproché la richesse, en tout cas par la création de richesse au niveau du taux de croissance économique, au taux de croissance des natalités, en tout cas au taux de croissance démographique. Et ils ont conclu, notamment Thomas Robert Malthus, qu'il était impossible de considérer une régulation naturelle quand on se retrouve dans une situation où le taux de croissance démographique dépasse le taux de croissance économique, et donc il fallait trouver toutes sortes de méthodes pour freiner l'évolution démographique, de telle sorte que la richesse des nations soit assurée et donc que la pauvreté soit combattue. Mais c'est une démarche, une pseudo-science qui a été battue en brèche par de véritables économistes qui ont bien montré que le problème, ce n'était pas le nombre de personnes ni le taux de croissance démographique, mais c'était la capacité de production. Et
plus vous avez du monde, plus vous avez des gens qui sont capables, plus vous avez une force de travail qui est donc susceptible de générer des richesses. Et donc, c'est une théorie assez puérile d'un point de vue scientifique. Et la Chine est un très bon exemple. L'Afrique également est un très bon exemple en termes de population. Sauf que l'Afrique n'a pas sa liberté de création économique sous le prisme de ce que l'Occident a défini comme les principaux agrégats économiques qui permettent de mesurer la richesse ou la pauvreté d'un pays. Quand on nous parle de taux de pauvreté, on nous dit que ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, moins d'1,90 $ par jour. Par jour, oui. C'est la Banque mondiale qui le définit. Il le définit sur la base de quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Parce que vous allez vous dire, le gars de mon village à Mvamievo là-bas, ou le gars de Babounchengale, ou le gars de Babouantou, le gars de je ne sais pas dans quel village en Afrique, qui vit, qui a ses champs, qui cultive, qui s'alimente correctement, qui a son air qui n'est pas pollué, qui n'a pas besoin de prendre un taxi ou une voiture pour aller au champ ou ainsi de suite, et qui nourrit très bien sa famille et qui l'éduque selon ses valeurs culturelles et traditionnelles. Il fait quoi avec 2 dollars? Vous allez mesurer sa richesse ou sa pauvreté avec 1 ou 2 dollars par jour. C'est n'importe quoi. C'est tout simplement un avilissement des mentalités par l'imposition d'un schéma qui n'est propre qu'à des égoïsmes qui ont été construits depuis au moins 7 siècles aujourd'hui. Et j'ai souvent dit ici que quand on parle de richesse de l'Occident, quand vous lisez entre les lignes et que vous faites un peu de recherche, ça va vous faire doucement sourire. La richesse de l'Occident, ça va vous faire sourire. Je vous rappelle que l'Occident d'aujourd'hui, qu'on présente comme étant riche, tire en réalité ce que nous disent les livres d'histoire, sa richesse de l'industrialisation. Mais l'industrialisation elle-même n'aurait jamais été faite sans l'esclavage, qui a été une accumulation du capital, justement, qui a permis de créer un système similaire à celui de l'esclavage, le travail à la chaîne, ainsi de suite, mais cette fois-ci, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue machine. Et je vous rappelle également que lorsque l'Occident commence à rencontrer l'Afrique par les Espagnols et les Portugais avant, au XVe siècle, l'Occident, notamment l'Europe, sort d'une guerre fratricide qui décime la population à près de 50%, la fameuse guerre des 100 ans. Et qu'à la fin de cette guerre des 100 ans, en 1453, l'Europe est décimée non seulement par la guerre, mais par une maladie qui sévit, la peste noire. La peste noire, oui. Et l'Europe se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, politiquement, socialement, sociétalement et économiquement. L'Europe est pauvre, extrêmement pauvre. Et c'est à la faveur de l'esclavage que l'Europe va se refaire une santé économique en accumulant le capital et en passant à l'industrialisation et en créant donc ce qu'ils considèrent comme des richesses aujourd'hui. Et quand on parle de la richesse de l'Europe aujourd'hui, il faut savoir que c'est depuis la bataille de Waterloo, avec au XVIIIe siècle, avec Nathan Rothschild, que on se retrouve dans une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que l'économie passe en réalité du stade de richesse réelle à un stade de richesse potentielle, mais ensuite, et aujourd'hui on y est de plein pied, à un niveau de richesse spéculative. Parce qu'aujourd'hui, la richesse de l'Occident n'est qu'une richesse spéculative. Regardez tous les pays occidentaux qui sont présentés comme les pays les plus riches. Prenez seulement les 5 puissances. Elles ont toutes des endettements, pour reprendre leurs caractéristiques et leurs chiffres, elles ont toutes des endettements, ces puissances-là, de plus de 100% de leur PIB. Puisque c'est comme ça qu'on mesure le niveau d'endettement. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la France qui a 120%, vous prenez l'Italie qui a 138% d'endettement du PIB, vous prenez l'Espagne, vous prenez la Grèce, n'en parlons plus. Tous ces pays sont surendettés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis sur pied un système de financiarisation de l'économie où c'est la spéculation qui l'emporte et où maintenant, de façon erronée et faussée, donc, on mesure la richesse par rapport à l'accumulation des actifs financiers qui eux-mêmes à tout moment peuvent être remis en question avec les fameuses crises de 2008 et d'autres. Et donc, voilà en fait la fiction de l'Occident qui décide sous un prisme fallacieux qui est riche, qui est pauvre. Je termine en disant que quand vous prenez l'Afrique, la question ne se pose pas, sauf si on veut faire
on veut se torturer le cerveau et l'esprit. L'Afrique est le continent le plus riche. Ce n'est pas une spéculation, ce sont des faits. Parce que la richesse est réelle, la richesse est effective. Vous voulez qu'on parle du sous-sol, vous voulez qu'on parle du sol, vous voulez qu'on parle des hommes en quantité, en qualité. D'ici 30 à 40 ans, un Africain sur deux, un être humain sur deux sera africain. Et c'est précisément ce qui fait l'obsession de l'Occident à faire en sorte que l'Afrique perde en démographie et cherche à tous les prix à diminuer la population africaine. Allez savoir les méthodes. Et enfin, est-ce qu'on pille un pays pauvre? Est-ce qu'on pille, est-ce qu'on spolie, est-ce qu'on vole un continent pauvre? Regardez, ne serait-ce que, et je termine vraiment par là, regardez ne serait-ce que nos richesses culturelles et culturelles. On nous a dépossédés spirituellement, parce que c'est de là que ça commence, pour en fait nous asservir culturellement. On nous a dépossédés culturellement en pillant tous nos biens culturels et cultuels, en nous faisant croire que c'était des biens maléfiques, que c'était des objets maléfiques. On a appelé nos objets des fétiches, et pour eux, leurs objets, c'est de l'art. Mais on est surpris que ceux qui nous ont dépossédés comme quoi c'était maléfique et qu'ils voulaient nous délivrer. Ça leur rapporte de l'argent tous les jours. Pour qu'on ait une place au ciel. Tous ces objets se retrouvent par centaines de milliers dans leurs musées. Et on s'est payé 12 € depuis des décennies par personne pour visiter ces musées dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. Et ils bâtissent leur fortune dessus, toujours sur le vol, sur le mensonge et sur la spoliation. On ne spolie pas des pays pauvres. C'est l'Occident qui est pauvre et qui continue de compter sur l'Afrique pour essayer de survivre. Albert Anatola, ici, finalement, comme l'explique d'ailleurs Paul, et là on parle de fiction. Finalement, ces pays dits riches sont les pauvres. Parce qu'en fait, ce sont les pauvres qui viennent chercher les richesses et non pas les riches qui vont chercher les pauvres. Oui, disons que là, avec tout ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression que je vais peut-être répéter ce qui avait été dit. Je vais essayer de créer un couloir. Déjà, il faut noter d'entrée de jeu que l'Afrique n'a pas la même perception de la richesse que l'Europe, ou l'Occident si vous voulez. C'est pas la même chose. Chez l'Africain, la première richesse, c'est le capital humain. Oui. La première véritable richesse chez l'Africain, c'est le capital humain. C'est pour ça que, et vous vous souvenez, quand vous étiez encore tout petit, vous aviez une maman qui n'est-ce pas, procréait pratiquement une équipe de football, parce que c'était une force de travail. C'était le plus grand capital. Oui. Et lorsque, en Afrique, lorsque un patriarche décède, on ne va pas vous demander combien de maisons est-ce qu'il a laissé. On vous demanderait combien d'enfants a-t-il laissé, de petits-fils. il a laissé combien de petits, d'arrière-petits-fils. Il a laissé. C'est la principale richesse. Et vous allez donc justement comprendre que, comme c'est la principale richesse, c'est donc l'obsession des autres, justement, à combattre ce peuplement de l'Afrique, parce que justement c'est une force. La preuve, justement, ils ont sollicité ces richesses dans l'optique de la traite négrière pour aller développer leur économie. Parce que c'est une force. La deuxième richesse de l'Africain, c'est l'espace de vie, c'est-à-dire la terre. L'Afrique en a suffisamment. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui moins de 30% des terres arables qui sont exploitées, qui sont mises en valeur en Afrique, parce qu'il y a de l'espace. Que viennent-ils chercher en Afrique? Ils viennent chercher ces terres parce qu'ils n'en ont plus. Ça, c'est la seconde richesse de l'Africain. Parce que lorsque les théories mondialisées, globalisées, c'est-à-dire les théories économiques et idéologiques, eh bien, il faut faire très attention parce que ça procède de la manipulation. Donc, maintenant, quand j'ai établi que la conception par l'Africain de la richesse n'est pas la même que celle de l'Occident, vous allez comprendre justement qu'il fallait justement engager justement les théories capitalistes, marxistes et tout ce que vous voulez pour nous enfumer. J'apprécie justement le propos de Paul qui indique justement qu'on ne pille pas un continent qui est pauvre. On ne peut que piller ou voler quelqu'un qui est riche. Parce que c'est chez les riches qu'on va voler. Vous ne verrez jamais un braqueur aller chez un pauvre. Vous ne verrez jamais un cambrioleur aller chez un pauvre. C'est chez le riche qui va cambrioler. C'est chez le riche qui va braquer pour justement survivre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc de manière fondamentale, c'est l'Afrique, le continent africain qui est riche. Oui. Tout à l'heure, j'apprécie également
le concept d'économie spéculative, effectivement, c'est ça qu'il s'agit. Parce que moi, je n'aime pas ce concept de pays pauvres et très endettés. Mais finalement, qui est très endetté? Qui fixe les théories économiques? Qui les écrit? Je crois qu'il y a un gros problème. Moi, je connais des gens qui vivent tranquillement. C'est-à-dire qu'ils ont tout au plus besoin d'un billet de 5 000 francs pour aller acheter autre chose que ce qu'ils produisent eux-mêmes. Mais sinon, ils ont tout. Avec, au niveau de la terre, vous voulez manger du poisson, il va le chercher dans la rivière, bien dans les temps d'à côté. Il a envie de manger de la viande, il va à la chasse. Il veut manger un fruit, il va dans son jardin potager, il cueille un fruit. Il a besoin de savon. Nous avons des herbes naturelles qui permettent de laver les assiettes, de laver les fabriquer du savon. Et de fabriquer même du savon. Voilà. Il y a des herbes naturelles, qui permettent de fabriquer du savon. Vous avez le palu, il y a des écorces qui vous permettent de vous faire soigner. Donc il n'a pas besoin de vos théories bizarres pour justement être un homme normal, comme qui dirait. Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce truc dans la nature. Aujourd'hui, vous avez donc, l'Afrique est envahie. Pourquoi est-ce que l'Afrique est envahie? Pourquoi est-ce qu'on développe l'économie de la paysannerie en Afrique? Parce qu'il y a de l'espace. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Que viendrait chercher Bolloré dans les forêts africaines, des États africains, s'il y avait de l'espace chez eux? Que viendraient chercher les Chinois dans nos contrées africaines pour cultiver des riz qui n'est pas vendu sur le continent africain, mais qui est tout de suite exporté? Il y a un problème. Je voulais quand même vous rappeler que le pauvre de Penja, lorsqu'il quitte le Cameroun, ce n'est pas plus le label Cameroun. Hein. Oui. Il porte le label français, ce n'est plus le label. La banane qui est cultivée, un Djombe, quand il franchit, n'est-ce pas, les frontières maritimes, ça ne porte plus le label Cameroun. Oui. Ça porte le label français. Oui. C'est pour vous dire qu'il y a partout, il y a de la tricherie, il y a de la manipulation. Donc je pense que de manière fondamentale, c'est l'Afrique qui est riche. Pourquoi l'Afrique fait courir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut... Moi je pense que le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, je crois que si De Gaulle avait tenu sa promesse, malheureusement il ne peut pas la tenir parce qu'il était faux, tout le monde est faux de ce côté-là. Ils sont tous... Ce sont des gens versatiles. Béotiens? Non, ils sont tous comme ça. Parce que s'il avait tenu à sa promesse, oui, justement, de l'indépendance politique et économique, je crois qu'aujourd'hui, la France serait classée au moins 140e des pays pauvres n'est-ce pas, du monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, je parle de l'Afrique subsaharienne notamment, c'est la souveraineté monétaire, la souveraineté économique et surtout politique. Merci beaucoup Albert Anatole. Je vais me tourner vers le docteur Jean-Paul Mbelek pour revenir justement à cette notion de l'argent. C'est même quoi concrètement l'argent? Parce qu'apparemment dans ce monde dans lequel on se retrouve, ceux qui se disent pays développés, pays riches, c'est parce qu'ils ont l'argent. C'est même quoi la notion de l'argent? Bon, en fait, je parlais tout à l'heure de Chati et du Deben. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, le problème du troc se pose. Si vous voulez faire du troc, par exemple, moi, j'ai mon riz, 1 tonne, je vais la vendre, parce que j'en ai suffisamment, donc je vais vendre la moitié, par exemple, 500 kg. Oui. Mais en échange, je vais prendre de l'huile de palme chez un voisin. Si là-bas aussi je demande 500 litres, ça risque de peser lourd, les échanges là. Les échanges. Donc on peut quand même faire le transport, mais avec le temps, vous voyez. Mais la transaction, elle, on aimerait la faire tout de suite. Donc il y aura quelque chose d'intermédiaire. Si vous me permettez, je vais faire un peu de physique. Allez-y. Je parle souvent de mathématiques. J'en ai déjà parlé ici, hein, mais je vais le redire. Le problème existe déjà en physique. Au 19e siècle, il y a une science qui est inventée qu'on appelle la thermodynamique. Elle est inventée pendant la révolution industrielle occidentale. Et ce n'est pas par hasard que la thermodynamique prend de l'essor à ce moment-là. Parce qu'on veut pouvoir gérer la vapeur. Vous voyez, parce qu'on est en train de passer de la force musculaire à la force apportée par la vapeur. Oui. Avec les machines à vapeur. Donc tout est à vapeur, train à vapeur, ceci à vapeur. Voilà, même pour fabriquer l'électricité, il y aura de la vapeur. Bon, alors, donc, il faut donc quantifier ça pour exploiter ça au mieux, avec les meilleurs rendements. Voilà. La vapeur, elle été produite à partir de matière première de départ, qui est le charbon, qui à l'époque existait beaucoup en Europe. Il y en avait en France, en Allemagne, en Angleterre même, le charbon. Sauf qu'ils ont épuisé leurs mines depuis. Voilà. La Lorraine, c'est un pays du charbon. Le nord de la France, c'est un pays du charbon. Alors, donc, pour ça, on a donc inventé cette science qu'on appelle la thermodynamique. Alors, ça marche comment?
il constate d'abord qu'il fallait faire l'effort de différencier ce qui est force et ce qui est puissance. Oui. Parce que souvent, même dans nos langages aujourd'hui, on a tendance à confondre les deux, la force et la puissance. La force, c'est juste ce qui permet de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps, vu par un observateur. Ouais. On voit qu'un observateur voit qu'un corps ne bougeait pas pour lui, tout d'un coup se met à bouger. Il dit, donc il y a une force qui agit. Ou alors, un objet bougeait par rapport à lui dans une direction, à une certaine allure. Tout d'un coup, soit c'est l'allure qui change, soit la direction change. Il dit, il y a une force qui a été appliquée. Ok? La puissance maintenant, c'est la force, mais avec un élément supplémentaire. Donc, qui dépendra de celui qui observe. La puissance implique aussi la vitesse. C'est une combinaison de force et de vitesse. Oui. Et la vitesse, elle dépend de celui qui observe. Pourquoi? Parce que ça, j'ai ma paire de lunettes. Si je me déplace par rapport à 3A, ma paire de lunettes se déplace aussi par rapport à lui. Mais elle ne se déplace pas par rapport à moi. Donc, dans la notion de vitesse, c'est-à-dire de mouvement, la vitesse n'étant que la grandeur mathématique qu'on associe à la réalité qui, elle, est le mouvement. Oui. Parce que la physique, ça marche comme ça. Il y a une réalité, mais il faut mettre une grandeur mathématique qui va avec. Donc, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc, mouvement, ça, c'est une réalité. La vitesse, ça, c'est la grandeur mathématique qui va avec. Elle a une unité. Alors, donc, la notion de vitesse ou de mouvement, c'est relatif. Quand on dit relatif, ça dit il faut toujours dire par rapport à. Oui. Vous voyez? Voilà. Contrairement à la force qui est un absolu. C'est-à-dire que quand une force existe, ça ne dépend pas de qui l'observe, ça ne dépend pas de l'observateur. Il n'y a pas besoin de dire par rapport à. La force est là pour tout le monde. Tout le monde voit bien qu'elle agit sur un objet. Ce n'est pas le cas de mouvement. Donc la puissance est une combinaison de deux choses, force et mouvement. Je commence à aller un peu au cœur de mon développement. Une fois qu'on a la puissance, il y a un autre paramètre à rajouter. C'est le temps qui passe. En fait, le mot correct en français, c'est durée. La durée. Donc, ou alors vous dites le temps qui passe. Ok? Conjugué à la puissance, le temps qui passe donne maintenant ce concept qui lui est fondamental pour la physique. Et c'est ça que je vais me baser pour faire l'analogie avec la question que tu as bien voulu me poser. C'est l'énergie. Oui. Donc je vais résumer. Au départ, tu as la force. Et le mouvement. La force est un absolu. C'est-à-dire qu'elle existe pour tout le monde, quel que soit l'observateur. Le mouvement, lui, il est relatif. Ça dépend qui voit, qui perçoit ce mouvement. Bon. Tu combines les deux, tu as la puissance. Et si tu ajoutes le facteur temps qui s'écoule, tu as maintenant de l'énergie. On est d'accord? Oui. Maintenant, voilà. Donc, comme ça, les concepts sont clairs. Et ça a mis des siècles, hein. En tout cas pour les Occidentaux. Là, je suis en train de raconter leur version de l'histoire pour que ce soit clair. Parce que moi, je suis prêt à parier que dès les origines, pour nous, nos ancêtres égyptiens, en tout cas, c'était très clair déjà. Mais bon, comme on a leur version, c'est ce qu'on a appris à l'école, j'essaie de mettre ça au clair. Ça fait donc force, puissance, énergie. C'est l'énergie qui nous intéresse maintenant. On finit par se rendre compte, avec cette étude de la thermodynamique et de la machine à vapeur, qu'il y a différentes formes d'énergie. Parce que quand je ne fais que qualifier. Quand je produis de l'électricité, je parlerai d'énergie électrique. Si c'est de la chaleur, je parlerai d'énergie thermique. Si ça vient du noyau atomique, je parlerai d'énergie nucléaire. Si ça vient du soleil, l'énergie solaire. Je ne fais que qualifier. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que toutes les énergies sont transformables les unes dans les autres. Oui. On ne fait que passer d'une forme à une autre forme. Ok? Voilà. Mais attention, il y a une direction qui, elle, ne marche jamais à 100%. Il est impossible de transformer l'énergie la plus vile, entre guillemets, c'est-à-dire la chaleur, en 100% autre chose que la chaleur. Ça, c'est un interdit absolu. Tu déposes un brevet d'invention aujourd'hui qui contredit cela, on n'examine même pas, tu n'auras jamais le brevet. On appelle ça une machine thermodynamique de seconde espèce. Tu n'auras jamais ton brevet. C'est penser que tu peux transformer 100% de la chaleur en autre chose. C'est-à-dire que tu prends ta chaleur là, totalement à 100% en autre chose qu'elle-même, Oui. c'est impossible, c'est interdit. C'est un interdit thermodynamique. On est d'accord? Alors regardons maintenant les choses de plus près. Alors, je vous ai dit que quand vous avez la réalité, il faut maintenant la quantifier mathématiquement. Je vais mettre des grandeurs mathématiques. La physique, qu'avec les expériences, ça s'appelle de l'empirisme. La bonne physique tient compte des expériences plus les mathématiques. Donc les mathématiques sont toujours en support de la physique. Sinon, ça s'appelle l'empirisme. C'est la cuisine, si tu veux. Ok? Tu peux faire 10 000 expériences comme tu veux. Parce qu'il ne faut pas croire que l'expérience est souveraine, c'est vrai. Mais il faut, à un moment donné, mettre les mathématiques. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a 10 000 raisons pour cela. Mais en tout cas, ce qu'on appelle physique inclut les mathématiques comme outil d'investigation théorique.
Alors, on en est donc là. Donc, regardez ce qui se passe. Si je prends mon riz, n'est-ce pas? Je vais dire 1 kilo de riz, 1000 francs CFA. Bon, c'est pas vrai. Hein, je dis ça On vous comprend, c'est juste pour prendre un exemple. Hein. 1 kilo de riz, 1000 francs CFA. Donc tout le monde comprend que si je veux 2 kilos de riz, je vais payer 2000 francs. Oui. Si je veux 3 kilos de riz, je vais payer 3000 francs. C'est qu'il y a une proportionnalité, en gros, entre le prix, et la marchandise. la quantité de marchandises et l'argent que je dois sortir pour cela. L'argent. Ça, c'est le mot utilisé. Parce qu'on aurait pu dire or. L'argent, c'est la matière. Hein. Mais bon, le mot générique qu'on a mis dans la tête, c'est argent. L'argent, pour l'idée, j'ai dit tout à l'heure, en physique, c'est l'énergie. Ce qu'on appelle argent en économie, c'est ce qu'on appelle énergie en physique. De la même façon que les différentes formes d'argent, c'est des devises, c'est échangé les unes dans les autres. De la même façon, l'énergie s'échange l'une dans l'autre. Et de la même façon qu'il y a l'énergie ville, le CFA est une monnaie ville. Personne n'en veut. En tout cas, tu ne peux pas transformer 100% de tes CFA en autre chose que le CFA. Il y aura un blocage. C'est ça la chaleur. Okay? Oui. Alors, donc, vous voyez, je termine donc avec la formule là. Attention, cette formule de proportionnalité n'est pas vraie totalement. Les économistes sont là, mais je vous dis que la physique est derrière. La thermodynamique a bien réfléchi là-dessus. Non, c'est dans une gamme de marchandises. Si tu sors, par exemple, tu achètes ça c'est du détail. Si tu vends en gros, ça ne sera pas les mêmes prix. On est d'accord? Oui. Donc, la meilleure façon de fixer un prix, c'est de considérer les petites quantités et de donner le petit prix qui va avec. Après, il y aura une autre façon mathématique qui va te permettre de trouver le prix, quelle que soit la quantité. Ça s'appelle l'intégration. Intégrer, c'est passer de la fraction, toute petite, à une unité. Quelque chose de global et mesurable. Bon, ça, c'est les mathématiques, l'intégration. Voilà. Donc, la formule, elle marche toujours. À savoir, prix fois petite quantité de marchandises égale petit prix. P fois DQ égale dx. X étant l'argent que tu dois sortir en petite quantité. Quand tu prends une petite marchandise de quantité DQ, le prix est en P. Ça, c'est une formule générale. Et cette formule, figure-toi, elle marche aussi en physique. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre l'énergie d'un côté et mettre une autre grandeur. Le prix, c'est ce qu'on appelle la grandeur intensive en thermodynamique. Et la quantité, là, c'est la grandeur extensive. C'est une formule, elle est générale. Messieurs, on va revenir dans un instant avec vous. Hein. Permettez-moi de lire quelques messages avant d'entrer justement dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde est déjà plongé dans ce qu'on appelle riche ou pauvre. Mais le sujet qui nous intéresse, pays pauvre, pays riche, qui définit la notion de richesse. L'Afrique est-elle pauvre? Que comprendre? Et c'est justement ce que nous voulons comprendre au cours de cette matinée du 2 mars 2021. Bonjour Didier ce matin, bonjour le panel. La richesse appartient aux capitalistes qui sont des Occidentaux. C'est un fait, l'Afrique, par contre, est pauvre malgré ses multiples matières premières, minière et aussi sa matière grise. La richesse sera la capacité à transformer les matières premières sur sol africain, de créer un nouveau type d'Africain panafricaniste. Et pour ce faire, il faut une matière grise qui pense africain. Lorsqu'on vous a dépossédé de votre identité culturelle, de votre véritable histoire, lorsqu'on vous a aliéné mentalement, vous perdez toute notion de souveraineté, d'estime de soi et vous demeurez dans la misère. Vous êtes pauvre. Il faut conscientiser les masses africaines pour qu'elles sortent de leur sommeil comateux. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous a écrit depuis Bruxelles ce matin. Bonjour Steve, bonjour DBS, bonjour à tous les panélistes. Paul et Lala dit l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est l'esprit des Africains qui est très pauvre. Comment expliquer qu'un continent où l'agriculture est très vivante, les richesses souterraines sont évidentes, le potentiel en termes de ressources humaines n'a pas de rivalité, a fait pour être éligible dans les PPTE. L'ironie est que ça fait l'objet de célébration. Je pleure notre pauvreté spirituelle, nous qui avons tout, vivons comme n'ayant absolument rien, parce que le blanc nous a convaincus que nous n'avons rien. Nous revivons la scène du jardin d'Éden, où par le mensonge, le patron du G13, des détenteurs des richesses du monde, a appelé, Satan avait réussi à voler le bien d'Adam et Ève, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Nous sommes confiants que le Dieu des Africains veillera à ce que pareille chose n'arrive plus. Vive DBS, vive le panafricanisme, le docteur Christian depuis Douala, précisément à Lukbaba qui nous a écrit ce matin.
Bonjour Steve et ton panel, bien de choses au docteur Belek Sekader depuis Lomé au Togo. En réalité, l'Occident n'a jamais rien inventé dans ce monde à part le plagiat et le dénigrement. Ça a commencé avec notre spiritualité qu'ils ont taxée de satanique, nos noms de diabolique. Bref, le Dieu de nos ancêtres est en train de combattre pour nous en silence. La preuve, l'Occident est en train de disparaître et tout ce qui nous ont volé et ce qui nous ont forcé à construire pour eux nous reviendra de droit. Oui, de droit. Dans les grandes villes occidentales, ont été construites en tout cas par nos ancêtres. Au TEP à vous et au monde, on résistera toujours parce que nous sommes les premiers sur la terre. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour DBS, bonjour le panel, bonjour spécial au professeur Savant Belek. Je vous conseille pour cette thématique d'approfondir la connaissance des téléspectateurs avec le livre du savant Mbok Basson. Merci si vous l'affichez le livre à l'écran. Merci. Non, ça serait peut-être un peu de la publicité, mais bon, merci pour le livre, la théorie économique africaine. Merci également de nous avoir écrit. C'est Bilim Jonas. Bonjour DBS matin, bonjour à tous vos panélistes. Juste pour vous faire part du décès de mon papa, un grand panafricaniste, Bévolo, depuis la Chine. Merci également à vous qui nous regardez depuis la Chine et toutes nos condoléances. Bonjour Monsieur Steve, j'aimerais Monsieur Paul a déplacé l'édition qu'il a initiée dans la région de l'extrême nord. Merci pour votre combat. Adamou depuis Marois. L'édition permettra la sensibilisation puisque la population est déconnectée de la réalité de l'histoire de l'Afrique. Je prends un exemple, la majorité des citoyens ne savent pas l'inconvénient du franc CFA. Eh bien là, on vous touche un peu à vous parler de l'édition justement des journées panafricaines qui pourrait justement concerner également la région de l'extrême nord. Bonjour DBS, matinale, vos émissions enrichissantes et sont édifiantes concernant le thème de l'ordre du jour. Il est clair que ceux qui définissent la notion de richesse entre les pays dits riches et pauvres sont ceux qui contrôlent la finance et le marché du monde. Ce sont tous ces illuminés prétendus capitalistes qui longtemps ont pensé comment dominer le monde et de le contrôler à leur guise. Et l'Afrique constitue pour ces derniers une mine d'or dans laquelle ils doivent s'abreuver encore et encore jusqu'à la dernière goutte. Le continent africain est un mendiant géant endormi, assis sur une mine d'or. C'est Bekada Omenge qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes, j'aimerais m'essayer dans une analogie pour expliciter le thème de ce jour. Si je veux me lancer dans l'industriel, le chocolat en Europe, par exemple, pour pouvoir vendre mon chocolat, je ne peux en aucun cas acheter le cacao au juste prix, car il faudrait compter l'espace du champ, le temps de plantation, l'entretien de la cacaoyère, le travail manuel des fèves, l'achat des sacs, l'emballage, le transport jusqu'en ville, le transport autour, réenlever les herbes de la cacaoyère. À combien puis-je estimer tout cela? Le sac de cacao serait trop cher, dont il me faut passer par des intermédiaires qui vont me vendre un prix très au rabais pour que je fasse du bénéfice. Quand je vais revendre mon chocolat en Europe, voilà donc ce qui se passe. Steve, j'espère en tout cas que mon exemple est juste. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Quelqu'un qui nous a également envoyé un lien ce matin, on va pas le prendre. Bonjour le panel, pays riche ou prédateur? C'est la grande interrogation, en tout cas je vais vous poser la question. C'est Bama Messi qui nous la pose ce matin. Pays riches ou alors ce sont des prédateurs tout simplement? Maman Messi qui nous regarde depuis Yaoundé, elle m'a envoyé le message pour vous poser la question. Pays riches ou alors ce sont tout simplement des pays prédateurs? Ce sont des pays prédateurs. Voilà. Ce sont des pays prédateurs. Parce que quand ils déclarent qu'ils sont riches et que l'Afrique est pauvre, ça signifie qu'ils sont tous les prédateurs. Ce sont les pays prédateurs. Oui. Parce que ce soit le professeur Belek ou Polela, ils ont bien relevé la dimension du mensonge. Oui. Un mensonge qui est tout à fait volontaire, entretenu. Oui. Parce que non seulement il pille, mais il donne l'impression de rendre service. Okay, donc ce sont des prédateurs. C'est clair, la dame elle a tout à fait raison. Oui. Et puis, même comme ils sont des prédateurs, ils ne sont pas les pays les plus riches. Ils ne sont toujours pas les pays les plus riches. Puisque la vraie richesse, nous la détenons. Nous avons parlé de notre sous-sol, de notre sol. Il est question pour nous, et là je pense que nous avons une part de responsabilité, nous Africains. Oui. Il est question pour nous d'abord d'apprendre à consommer ce que nous produisons. Absolument. Il faut qu'on développe le réflexe quand on rentre dans un supermarché, quand on veut s'alimenter, de se tourner vers ce qui vient de chez nous. D'ailleurs, c'est bien, puisque c'est naturel,
puisque c'est bio pour emprunter leur expression, et puis c'est bon pour la santé. Donc, et généralement même c'est moins cher. Très moins cher. Ok, donc il faut déjà qu'on développe ce réflexe-là, et ça c'est très important. La deuxième chose qu'il faut faire forcément, c'est de pouvoir non seulement exploiter, mais développer la capacité à transformer ce que nous avons. Tout ce que nous avons dans le sous-sol, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ce que nous avons dans le sol, sur le sol, etc. Mais tant qu'on ne développe pas la capacité à pouvoir exploiter cela, ok, mais surtout à transformer sur place. Monsieur Steve, je vous prends un exemple. Vous imaginez quel impact une décision, par exemple, de ne plus exporter les billes de bois d'un pays comme le Cameroun aurait sur l'économie camerounaise, en termes même de création d'emplois, etc. La seule décision de transformer, peut-être d'exporter après la deuxième transformation, au moins, créerait de centaines de milliers d'emplois. Et je sais de quoi je parle. Il y a eu des études là-dessus, etc., qui prouvent cela. Mais il faut déjà qu'on y arrive. Qu'on y arrive. Parce que l'exemple que je prends, quand on voit tous les jours le balai des diplomatiques, des grumiers, avec tout le désastre que ça cause dans des coins qui sont riches en ces billes de bois-là, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, ça c'est une façon de créer des emplois automatiquement. Et l'autre aspect, c'est que nous parlons des avantages comparatifs. Il n'y a pas un pays qui soit parfait en tout point de vue, qui soit fort en tout point de vue. Il y a des forces, il y a des faiblesses. Donc chaque pays doit s'appuyer sur ses forces en échange, n'est-ce pas, avec les autres pays. Donc, en termes d'avantages comparatifs, si on veut m'expliquer que nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas l'infrastructure qu'il faut, c'est des histoires. Parce qu'à partir du moment où nous pouvons apporter de la matière première à transformer sur place, ceux qui ont la capacité, l'infrastructure à les transformer sur place, viendront avec cette infrastructure, cette capacité-là, et pourront éventuellement procéder à un transfert de technologie. Donc, il est question de transformer sur place pour créer de la valeur ajoutée, consommer suffisamment afin de pouvoir créer un marché externe, c'est-à-dire exporter. Ok. Donc, nous avons la lourde responsabilité, nous, consommateurs africains, de pouvoir le faire. J'insiste là-dessus parce que, en même temps, nous estimons que les autres sont des prédateurs et ils le font exprès. Il y a même en utilisant d'ailleurs le gros mensonge, ils servent le mensonge. C'est un stratagème qui est voulu, qui est entretenu, et certains sont même prêts à mourir, entre guillemets, pour que ça reste comme ça. Ok? Souvenez-vous que beaucoup de grands hommes ont dit que surtout l'Afrique ne doit pas s'industrialiser. Oui. Edmund Cole, ancien chancelier allemand. Donc, ils savent de quoi il est question. Le mensonge il est réel, il est vrai, il est voulu, il est entretenu, au point où même si nous résistons, il cherche aussi à foncer davantage. Mais je pense que de plus en plus, avec la prise de conscience des masses, nous allons comprendre que le marché va décider. C'est-à-dire, consommons ce que nous produisons et transformons ce que nous avons chez nous, afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée pour avoir la contrepartie à l'international avec ce que nous n'avons pas. Il n'est pas question de ne jamais consommer ce qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Mais il est question de consommer ça parce que nous n'avons pas cela sur place. Tout à fait. Mais c'est possible, docteur. Écoutez, lorsque un Français entre, par exemple, dans le supermarché Casino, lorsqu'il entre par exemple à Carrefour, il cherche à vendre tous les produits français. Donc je pense que si nous éduquons les Africains à consommer uniquement les produits africains, ça devrait marcher. Malheureusement, et c'est paradoxalement, lorsque un Africain entre dans une grande surface, c'est toujours des produits avariés européens, occidentaux, et surtout toxiques qui viennent d'ailleurs. C'est ces produits-là qui se ruent. Donc je pense que nous avons... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que nous avons de la matière. Je prends un cas, au niveau de la sécurité.
Au Cameroun, vous avez beaucoup d'États africains qui envoient leurs éléments se former à l'école militaire interarmée de Yaoundé. Oui. Pourquoi ils ne vont pas se former ailleurs? C'est parce que nous avons de la matière de ce côté. Nous avons de la matière au niveau des... Pourquoi est-ce que nous avons... Que font nos ingénieurs? Nous avons des ingénieurs qui sortent tous les ans dans des grandes écoles, mais qui deviennent des chômeurs. Un ingénieur n'est pas censé devenir un chômeur. Un ingénieur, c'est une entreprise, c'est une industrie. Donc, et moi, je pense que c'est... Tout à l'heure, je posais la problématique de la souveraineté économique et politique. Il faut donc mettre en place la seule souveraineté économique pour mettre justement en mouvement un modèle économique. Et là, on voit, c'est vrai qu'on va se heurter à la problématique de la souveraineté monétaire. Mais dans tous les cas, il faut quand même oser. Nous avons aujourd'hui des blocages au niveau de la zone de libre-échange continentale. Justement, il y a des blocages parce que vous avez les endocolons qui ne veulent pas que ça fonctionne. Parce que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes infiltrés. Parce qu'à l'intérieur sur le continent africain, vous avez des individus... Dans tous les groupes, voilà. Quels qu'ils soient sur le continent africain, nous sommes infiltrés. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, et j'ai l'habitude d'essayer là-dessus, nous avons de la matière, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui. Il suffit seulement de créer de bonnes conditions pour que ces jeunes-là, que nous avons envoyés se former aux frais du contribuable, qui retournent justement travailler sur le continent. Et il faut fermer les frontières. J'insiste là-dessus parce que pour que la Chine devienne une puissance comme nous connaissons, il a fallu qu'elle se ferme d'abord pour inculquer une idéologie culturelle, parce qu'aujourd'hui vous avez une culture chinoise qui voudrait que quand un Chinois est quelque part, quand une communauté chinoise est quelque part, ça consomme uniquement chinois. Ça consomme uniquement chinois. Pendant ce temps, Paul est là. Apparemment, vous voulez réagir rapidement. Oui, mais juste... Allez-y. Il m'a subtilement suturé la parole. Bon, d'accord. Je voulais juste préciser que au-delà du fait de consommer ce que nous produisons et que nous transformons, il ne faut pas oublier la qualité, il ne faut pas oublier la concurrence. C'est très important sur un marché. Donc, et puis on a des cas où on a malheureusement certains produits locaux qui sont dangereux pour la santé. Pourquoi est-ce qu'on ne procéderait pas au protectionnisme économique? Monsieur, ce n'est pas le ping-pong, laissez terminer. Je suis d'accord, mais il ne faut pas enlever au client sa liberté de choisir un produit en fonction de sa qualité. Oui. Parce que vous ouvrirez là une boîte de Pandore pour les producteurs. Ils doivent être soumis à des règles, à des standards de qualité pour préserver notre santé. C'est pour ça que j'ai relevé ça. Merci, messieurs. Pendant ce temps, Paul est là. Il y a également un téléspectateur qui nous faisait savoir que l'Afrique, c'est un géant assis sur une mine d'or, mais qu'il l'ignore. Quand est-ce que ce géant va justement se réveiller? Alors, l'histoire de l'Afrique et de l'Occident, c'est une histoire que je peux présenter sous forme d'allégorie. À savoir, d'un côté, vous avez donc deux personnages. Je vais présenter un personnage A, personnage B. Pour faire plus simple, personnage A, c'est l'Afrique, personnage O, c'est l'Occident. Et donc, vous avez le personnage A qui a toutes les richesses du monde, qui est extrêmement riche. Et le personnage O qui réussit à endormir par tous les subterfuges possibles, donc lui seul a le secret, le personnage A. Et en endormissant le personnage A de façon subtile, il lui pique toutes ses richesses, en tout cas une bonne partie. Et quand le personnage A, dans une moitié de sommeil, dans une moitié d'éveil, entre sommeil et éveil, se rend compte plus ou moins de ce qui s'est passé, le personnage O lui explique que en réalité c'est pour son bien, parce que lui, le personnage O, il a les capacités pour mieux organiser sa richesse. Oui. Et de façon peut-être pas naïve, mais crédule et sincère, le personnage A accepte. Et au bout d'un certain temps, ce schéma-là perdure. Et à chaque fois que le personnage A a besoin de quelque chose, il s'adresse au personnage O en lui disant « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Et donc, en fin de compte, en tout cas dans le déroulé de cette situation-là, le personnage A se retrouve souvent en train de commander, même ce qu'il doit manger, et le personnage O lui remet de temps en temps un bol de riz, et le personnage A finit par trouver très sympathique le personnage O, parce que ce personnage O lui donne de temps en temps un bol de riz, mais lui continue donc par remerciement pour ce bol de riz, à lui donner toute l'exploitation de toutes ces rizières et de tous ces champs d'or, d'uranium et de toutes ces richesses pour que ce schéma perdure. Et donc, le personnage A reste donc installé dans une logique de dépendance où il a
par lobotomisation de son cerveau, finit par croire que le personnage O lui fait du bien, alors qu'en réalité, il est en train d'être dépossédé. Voilà en fait le schéma entre l'Afrique et l'Occident. Et quand on parle de l'Occident riche aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement parce que ils ont, de façon malicieuse, retourné une situation en termes d'actifs, parce que quand on parle de richesse, en fait, c'est l'accumulation des actifs, mais ils ont mis l'accent, et ils nous ont fait accepter ça, sur l'actif financier, donc l'argent, l'actif financier le plus liquide, donc c'est l'argent, la monnaie. Et ils ont donc cet argent et cette monnaie en grande quantité, mais qui en réalité n'est que le reflet d'une richesse supposée, réelle ou potentielle, qu'ils n'ont pas et que nous on a. Et ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si vous avez, Anatole ici, si vous avez triple A, 1 milliard de francs aujourd'hui, mais vous n'avez rien acheté avec les 1 milliard, vous allez manger les 1 milliard de francs, vous allez manger l'argent. Ça, c'est la situation de l'Occident. Mais si vous n'avez pas un seul dollar, comme on nous dit qu'on est pauvre parce que 50% de la population vit avec moins d'1,9 $ par jour. Si vous n'avez pas un seul dollar, mais vous avez des rivières pleines de poissons, vous avez des forêts équatoriales et tropicales, pleines d'animaux, pleines de gibier, si vous avez le bon air qui n'est pas pollué, si vous avez toutes les richesses possibles, vous avez des arbres fruitiers, vous avez des plantes, vous avez tout ce qu'il faut pour manger, qui est le vrai riche? Entre vous qui avez les 1 milliard de dollars, sans de quoi pouvoir acheter, sans pouvoir acheter quoi que ce soit, et moi qui ai toutes ces richesses, qui est le vrai riche? Voilà la vraie situation entre l'Occident et l'Afrique. Oui. Je vais terminer en lisant quelque chose qui est très intéressant, c'est 3-4 lignes. Alors, ça, c'est une réalité, tout le monde peut le retrouver sur Internet, c'est un fait historique. Alors, il s'agit d'un compte-rendu du Lord Macaulay, un Anglais, à la période de la colonisation, ou un peu avant la colonisation, qui avait été envoyé en explorateur, en espion, voilà, pour savoir comment est-ce que ça va se faire, comment les habitudes africaines, est-ce qu'on peut facilement nous coloniser. Enfin, il devait faire un rapport pour dire le plan d'action par rapport à notre colonisation et qui devrait contenir donc des réalités concernant notre peuple. Il dit, le Lord Macaulay, ça date de 1835, oui, envoyé en éclaireur avant la colonisation de l'Afrique. Il dit, j'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant, je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus des nôtres. Ils sont immensement riches de ressources. Je reprends. Ils sont immensement riches de ressources. Ils sont physiquement plus bâtis. Ils nous sont supérieurs. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leurs cultures et valeurs sont à délaisser. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leurs cultures et valeurs sont à délaisser. Après ça, je n'ai plus rien à ajouter. Après sa fin de citation, et ils ont mis justement leur plan en exergue. Messieurs, on comprend parfaitement. Permettez-moi de lire des messages, de revenir avec vous et surtout de conclure. Un exemple, tuons la France, créons notre monnaie, c'est tout. C'est Maman Messi qui nous a écrit ce matin. Salut DBS, si l'Afrique est pauvre alors qui est riche, pourquoi les pays riches s'intéressent autant à l'Afrique qui est pauvre? Est-ce qu'un continent pauvre peut être l'avenir des riches? C'est Amiral depuis Lomé au Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour Steve et ton panel tout brillant et prêt à nous servir et nous nourrir l'esprit comme d'habitude. À mon avis, c'est tout simplement un lavage de cerveau qui a débuté depuis la nuit des temps en Afrique. C'est un nouveau ridicule de devenir l'Afrique étant pauvre et venir encore piller. Comme c'est le cas, ils se contredisent. En fait, de toutes les façons, la conscience africaine se réveille déjà et c'est bon signe. Tout ce qui nous manque, c'est juste des leaders sincères et conscients. Merci, bonne journée à vous. C'est Ngala qui nous écrit depuis Newbel, ici même à Douala. Bonjour
bonjour DBS TV, très bonne émission et très bon thème. Je pense que l'Afrique est un continent très riche qui ne tardera pas à décoller et à renaître de sa blessure infligée par ces voleurs d'Occident grâce à ses fils qui s'initient de plus en plus dans l'entrepreneuriat et la construction de l'esprit panafricain. Abdel Razak depuis Bamenda, votre fidèle téléspectateur. Merci à vous Abdel Razak depuis Bamenda ce matin. Steve Ngo, c'est son panel, bonjour. Il y a une photo qui circule dans les réseaux sociaux où un camion des Nations Unies s'est renversé avec pour contenu des sacs de cobalt. Monsieur Otou, Aïfoulane, Yaoundé, j'espère justement avoir cette vidéo, Monsieur Otou, Aïfoulane, Yaoundé. Bonjour le panel, surtout à Monsieur Mbelek. C'est ça la connaissance, je suis un fan des maths. C'est Odin de Yaoundé qui nous écrit ce matin. Bonjour Steve, c'est Edmond Agbv. Depuis Lébé au Togo, les Occidentaux sont plus pauvres que nous les Africains en Afrique. Même les fous ont leur propre chambre qu'ils rentrent tous les soirs pour dormir. Chez eux, c'est le contraire. Ils dorment dans les rues, dans les voitures, dans les stations de métro. C'est des menteurs. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Togo ce matin. Bonjour Steve et à tous vos panélistes, docteur Mbelek, Paul Ella, 3A et au docteur en économie. Son nom c'est Jean-René Douma. La richesse est déterminée par ceux qui croient contrôler le monde. C'est une véritable illusion. L'Afrique n'a jamais été pauvre, mais c'est le cynisme de certains de nos dirigeants qui, à bras ouverts, avec un manque de culture politique, acceptent que les Occidentaux pillent continuellement nos ressources au détriment des peuples africains. C'est une façon d'asseoir leur fausse hégémonie. C'est malheureux pour ce continent si riche et infiniment riche, mais nous croyons en une Afrique digne de son nom. Ces quelques brebis galeuses qui veulent nous empêcher de vos lieux seront mises à l'écart, mais au prix de notre sang. Nous sommes de vrais panafricanistes ou pas. Après des siècles et des siècles sous nos yeux, nous voyons toujours le même pillage, assassiner nos vrais chefs d'État. Nos richesses peuvent nous en servir et on n'aura plus besoin de tendre la main à ces bandits internationaux. Non, c'est l'Europe qui est extrêmement pauvre. En leur coupant les vannes qui viennent de l'Afrique, nous verrons donc qui viendra vers l'autre. On peut donc comprendre toute la pertinence des propos de Fatou Diomé. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Bonne journée à vous, c'est Franck Olivier qui nous a écrit ce matin depuis la capitale économique Douala. Bonjour le plateau, pour ma part, l'Afrique est le continent le plus riche. Regardez toutes ces sociétés, c'est des Occidentaux qui arrivent pauvres et deviennent riches en un temps record. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago aux États-Unis ce matin. Finalement, Albert Anatola, ici en quelques secondes, pour vous, il faut fermer entièrement et totalement les frontières. Vous l'avez toujours préconisé depuis des mois aujourd'hui. Je pense que si on doit s'en sortir, il faut le faire. Il faut le faire, et pas seulement fermer les frontières pour fermer. Et il faut véritablement éduquer, former, parce que nous avons ce problème. J'ai assisté à une causerie hier avec un aîné, et justement parce qu'il me disait que la plupart des gens qui vont vers lui, c'est pour demander, c'est pour poser des problèmes d'emploi, des problèmes de dépendance. Il a fait comprendre, non, il faut retourner à la terre. Pour justement, parce que l'Europe s'est construite sur... C'est l'agriculture qui fait la force de l'Europe, oui, qui lui a permis justement de devenir ce pays industrialisé. Donc il faut donc qu'on puisse être capable de pouvoir respecter les trois piliers de l'économie, c'est-à-dire le tertiaire, le secondaire, le primaire. Donc c'est important. Après avoir fermé dans les frontières, il va donc falloir d'abord se mettre à l'école d'éducation politique, parce que ça pose un problème. Aujourd'hui, même si vous vous asseyez dans un amphithéâtre comme le docteur Nouma a l'habitude de le faire, vous aurez les étudiants qui ont des opinions divergentes sur une problématique précise. Donc il va donc falloir éduquer, n'est-ce pas, cette masse critique-là, et la former. Et comme j'ai indiqué tantôt, les ingénieurs, ce n'est pas fait pour rester à la maison. Il faut, et de plus en plus, dans une Afrique qui a des ambitions, n'est-ce pas, d'émergence, évacuer un peu la bureaucratie pour mettre l'accent sur la technocratie. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Docteur Jean-Paul Belleg, merci d'avoir été là ce matin. J'aimerais dire quelque chose. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait un développement et tu avais raison de récupérer le micro parce que peut-être que ça commençait à endormir certains. Mais en fait, on allait dans les sens. C'est-à-dire qu'il faudrait juste continuer une autre fois parce que la profondeur était là. D'abord, j'aimerais dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Oui. Donc, il est de bon ton, tous ceux qui font leurs études, que ce soit même ici sur place en Afrique ou à l'extérieur, il faut qu'ils réfléchissent à nouveau sur ce qu'ils ont appris. Oui. Par exemple, on nous fait croire que avant les agriculteurs, il y a eu les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et donc c'est une évolution. Mais c'est faux, il y en a un qu'on oublie. C'est celui qui a inventé les mathématiques, c'est le pêcheur. L'humanité aurait disparu si jamais eu les pêcheurs.
Parce qu'à un moment donné, il y a eu des catastrophes écologiques qui font que ce sont les pêcheurs d'Afrique du Sud qui ont redonné dynamisme à l'humanité en Afrique. Et après, elle sort d'Afrique. Si on était resté qu'au niveau de l'intérieur de terre, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tenu compte de ces pêcheurs d'Afrique du Sud, l'humanité aurait disparu. On ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. C'est les pêcheurs qui ont inventé les mathématiques. Quand on parle Ishango, c'est les pêcheurs. Même en Afrique du Sud, là, c'est les pêcheurs. Il y a 75 000 ans. Okay. Et ce sont ces pêcheurs avec les ressources halieutiques qui ont permis le développement futur de l'agriculture. La pêche, la maîtrise de la pêche, le hameçon, le harpon. Il faudrait parler du harpon. C'est des dizaines de milliers d'années avant qu'on parle d'agriculture. Donc on parle facilement de l'agriculture parce que c'est le schéma européen, mais ce sont des enfants, il n'y a pas d'homme blanc avant 8000 ans. 6 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme blanc n'existe pas. Donc il faut arrêter de donner des exemples de ces gens-là. Il y a des choses beaucoup plus anciennes. Donc il faut recommencer à zéro, réapprendre justement tout ce qu'on a déjà appris. Là, pour la monnaie, oui. on pourrait revenir pour la monnaie, parce qu'en fait, je voulais... Terminons rapidement. Voilà, Paul est là, et professeur Douma, on parlait de la spéculation. La confusion entre richesse, ok, et argent ou monnaie, c'est la même chose. Voilà. Il vient la déconnexion, et au début, on fait la connexion. Ceux qui ont ces concepts de mesure de la valeur marchande font cette connexion. La déconnexion vient dès qu'on commence à faire la spéculation. À ce moment-là, l'argent ne reflète plus la richesse. Absolument. Et réciproquement, c'est déconnecté. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait donc, une fois qu'on aura notre monnaie, là je chute, hein, il faut allez-y. La parole, une fois qu'on aura notre monnaie, il y a un élément extrêmement important. Je le dis en tant que physicien. Si j'avais continué, vous aurez compris où je voulais en venir. C'est le contrôle des prix. Nous ne devons plus vendre nos matières premières ou nos marchés, quoi que ce soit, si nous ne contrôlons pas les prix. Parce qu'il est démontré en thermodynamique que la grandeur intensive, ce qui correspond dans le commerce au prix, contrôle l'échange des marchandises. C'est-à-dire l'échange des quantités, les flux, absolument. Merci beaucoup, donc nous monsieur. devons absolument, une fois qu'on a notre monnaie, contrôler les prix et refuser de vendre nos marchandises à des prix qu'on nous impose, que nous ne contrôlons pas. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Mbelek. Merci à vous également, docteur Jean-René Douma, d'avoir été là ce matin. Oui, j'espère que je vais avoir une seconde. Ah ben vous voulez avoir une seconde. Allons-y rapidement alors. Je commence par restaurer une précision parce que le téléspectateur. Je suis docteur en sciences d'ingénierie managériale. Oui. Expert en finance. Oui. Et puis coach certifié en programmation neurolinguistique. Voilà. Donc, je ne suis pas un économiste. Voilà. Il faut que chacun reste dans son domaine. Dans son domaine. Voilà. Donc, deux choses, monsieur Steve Ngoz. Évidemment, tout ce qui se fait pour programmer les Africains depuis très longtemps, des décennies, des siècles. C'est vrai que la programmation neurolinguistique naît comme science autour des années 78 par deux Américains. Mais ça existait déjà avant, quand on voit comment est-ce que les gens ont procédé depuis l'esclavage. Oui. Donc, nous avons été programmés, et la bonne nouvelle, c'est que avec les médias comme DBS et certains autres, nous sommes à une phase de déprogrammation. Oui. Et j'espère que bientôt on va arriver à la phase de la reprogrammation pour que les Africains prennent en même le corps tout ce qui leur vient de droit. Totalement de droit. Merci d'avoir été là ce matin, docteur Jean-René Douma. C'est moi. Paul et la merci également d'avoir été là ce matin. Merci. Moi, je profite de ma petite seconde pour rappeler que les universités panafricaines, ça continue. La deuxième édition, la première était un grand succès. La deuxième édition, c'est samedi, au même endroit, à Bonamous à Djidouala, face Hôtel Saint James. Et nous vous attendons nombreux. Il y a beaucoup d'inscrits déjà. J'encourage encore les dames. Il y a un peu plus d'hommes, mais c'est déjà bien. Les dames, on vous attend. Et c'est uniquement sur réservation de 11h à 17h avec Pause Café. L'entrée est libre. Et envoyez vos noms et votre métier ou occupation à ce numéro 699 84 98 98 699 84 98 98. Privilégiez les messages par WhatsApp ou par SMS. Et à samedi. Merci beaucoup à ce midi, messieurs. Bonjour Dibier ce matin, bonjour Monsieur Ngo, juste pour vous encourager pour tous vos efforts et la contribution de l'éveil du continent africain. Heureuse de vous revoir, professeur Mbelek. C'est épouse Nguesse depuis Douala. Il vous dit que c'est mon ami. Oui, fidèle. Bon, c'est mon ami, épouse Nguesse qui nous a écrit ce matin. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin également de ce mardi 2 mars 2021. Merci à toute la direction technique, merci à la réalisation. Merci à tous ceux qui étaient à la technique au cours de cette matinale. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève
cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. On va également souhaiter prompt rétablissement au président Banda Kani qui va nous rejoindre dans les jours à venir. Prompt rétablissement à lui et surtout tous nos hommages à toute sa famille. Bonne journée à vous et à demain. C'est ici, au pied du mont Cameroun, à 500 mètres d'altitude de la mer, bercé par la pluie et caressé tendrement par le soleil,